Donc bonsoir à tous qui êtes présents ici pour venir discuter autour du thème qui est l'Europe et la mer, donc la place de l'espace marin dans l'Union européenne. Euh, Ce soir, donc, l'association Infusion organise cet événement et on a donc en notre présence donc Pierre Karlekin, député européen, président de la commission pêche et océanographe de formation, donc docteur en océanographie de formation. Également François Guizou, chercheur postdoctoral à l'université Littoral Côte d'Opale et chercheur associé à la Rennes School of Business, donc spécialiste des flux, conflits et des territoires maritimes. Et pour les accompagner, également Sébastien Metz, économiste des pêches et dirigeant de la société Sakana Consultant à Brest. Voilà, donc ce soir, dans un premier temps, vous allez pouvoir discuter de ce qui est la mer de la mer en Europe autour de 3 thèmes. Les 3 thèmes sont les suivants. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que 2 territoires qui sont donc la Manche, mer du Nord, mais également la Méditerranée, donc ces 2 territoires qui sont relativement différents, que tout oppose à première vue, comment est-ce que l'Union européenne peut les rassembler? Ensuite, un second thème qui est la gestion du voisinage, les nations littorales voisines mais hors UE, donc la Turquie, la Norvège, l'Afrique du Nord, mais également depuis tout récemment le Royaume-Uni. Et enfin, ces 3 intervenants pourront finir avec leur vision à travers le prisme de leurs études et de leur expertise. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir pour la mer en Europe? Donc, quelles sont les évolutions, les collaborations, les conflits dans les années à venir? Pour débuter, je vais proposer à Pierre Karlekin de prendre la parole à travers votre expérience et votre rôle au sein de l'Union européenne. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette opposition entre le nord de l'Europe, les mers au nord de l'Europe et les mers au sud de l'Europe? Comment conjuguer ces 2 zones? Comment est-ce que vous pensez qu'elles peuvent s'intégrer au sein de l'Union européenne? Bien, vous posez la question d'une façon assez originale, puisque ces 2 mers, elles sont séparées d'abord et avant tout par la géographie, et à cela, on ne peut pas grand-chose en fait. Bon, et du coup, la géographie crée les conditions qui font que, avec l'histoire passée par-dessus, eh bien, ces 2 mers ont eu une évolution différente, ont foncièrement un rôle différent pour les populations européennes du sud et du nord de l'Europe, même si on peut retrouver quand même quelques caractéristiques similaires. Je commencerai par ce qui les sépare. La Méditerranée, Mare Nostrum, on dit souvent c'est le berceau de l'humanité, alors c'est tout à fait abusif, je pense. On dit que souvent c'est aussi le berceau de la civilisation, c'est tout à fait aussi abusif, puisque à mon sens, il y a 2 mers qui sont berceaux de la civilisation. C'est la mer de Chine d'une part et la mer Méditerranée d'autre part. Et on a toujours tendance, avec notre européanocentrisme, à oublier que la mer de Chine a eu une évolution tout à fait parallèle. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des techniques de navigation, de pêche, eh bien, on voit qu'il y a des avancées souvent parallèles et une communication en fait entre ces deux différents bassins. C'est important de rappeler la mer de Chine aussi parce que eh bien, une bonne partie des flux mondiaux, internationaux, se déroulent entre eux et viennent de la mer de Chine pour venir jusqu'à chez nous. Et donc, on voit bien que il y a un réel enjeu à ce que les mers européennes soient en capacité d'accueillir en quelque sorte ce trafic. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mers qui accueillent les trafics, ce sont les ports, mais on a là 2 façades d'entrée de l'Europe. 2 façades d'entrée de l'Europe, avec la Méditerranée au sud et les ports du Range Nord, au nord. Les plus gros ports européens se placent sur cette façade nord, Manche du Nord, Manche, pardon, et mer du Nord. Et nous avons de l'autre côté une mer Méditerranée qui, elle, est, je ne vais pas dire à l'inverse, puisque ça serait idiot de le présenter comme ça, mais nous avons une mer qui est un peu mosaïque, du fait des civilisations, des cultures, de l'histoire, de l'héritage qui s'est déroulé tout autour de cette mer. Et au fond, peut-être un paysage un peu moins paisible historiquement, culturellement, que la mer du Nord et la Manche.
Et nous avons donc aujourd'hui cet état de fait. Je voudrais peut-être prendre quelques instants pour parler de pêche, parce que assez étonnamment, il y a aussi une forte distinction qu'on peut faire entre ce qui se passe dans la pêche dans les mers du nord de l'Europe et la pêche qui se passe dans les mers du sud de l'Europe. Alors déjà, ce ne sont pas les mêmes poissons, ce ne sont pas les mêmes espèces, c'est pas la même température de l'eau. C'est comme ça. Mais surtout quand on regarde la façon dont on traite aujourd'hui la pêche, bien peut-être qu'on retrouve en quelque sorte le fait que nous avons au sud une vraie mosaïque un peu compliquée à gérer. D'ailleurs, les tentatives de mise en place de gouvernance de la Méditerranée se sont répétées avec plus ou moins de succès. Et sur la pêche, on est aujourd'hui dans une situation où les stocks de poissons sont largement surexploités. Et ça, aujourd'hui, c'est 98% des stocks de poissons qui sont exploités au-delà de la limite de durabilité. Quand dans le nord de l'Europe, nous sommes sur des stocks de poissons qui sont à plus de 60 voire 80% pêchés à la limite de durabilité. Donc on a vraiment une dichotomie avec au nord de l'Europe des quotas, des systèmes de quotas. Donc on vous dit vous n'avez pas le droit de pêcher plus de temps par an. Et au sud de l'Europe, des systèmes de régulation de l'effort de pêche. C'est-à-dire qu'on va vous dire vous ne pouvez pas pêcher plus de tant d'heures par jour avec des moteurs à plus de tant de kilowatts et de jours. Donc des approches assez différentes. Cette approche du sud de l'Europe, d'ailleurs, c'était Emmanuel Macron, le président de la République française, qui disait il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, peut-être serait-il temps que nous nous donnions les moyens de mettre fin à la surpêche en Méditerranée. Cela va demander pas mal de boulot. Et je me rappelle encore cette réunion à laquelle j'ai participé à Mazara del Vallo, qui est le plus grand port de pêche sicilien, où les vice-présidents des régions italiennes en charge des questions de pêche s'étaient réunis pour échanger sur tout ça. Et ils disaient mais le plan de gestion méditerranéen c'est une catastrophe, ça va nous mettre dans une situation de concurrence déloyale. Et je me souvenais de ce que me racontait un de mes oncles quand j'étais petit, qui travaillait dans l'administration des pêches tunisiennes, et qui me racontait dans les années 90 ces bateaux de pêche italiens qui venaient allègrement pêcher juste au droit des plages et des côtes tunisiennes, ce qui provoquait l'ire des pêcheurs tunisiens. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Donc on voit bien que la pêche en Méditerranée, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué qui est lié aussi à une industrie finalement beaucoup moins structurée que ce qu'elle ne peut être dans le nord de l'Europe. Donc, j'allais dire, pour reprendre votre question à laquelle je n'ai évidemment pas répondu parce que je ne sais pas comment y répondre, c'est une gageure que de vouloir coordonner tout ça dans un même élan. Merci beaucoup de ne pas avoir répondu à mes questions. Alors, c'est très intéressant. Et pour rebondir là-dessus, vous avez parlé de pêche. Je voudrais proposer à Sébastien Metz de rebondir, peut-être avec un point de vue peut-être plus économique sur ce qu'est la pêche dans ces deux zones, puisque, comme vous l'avez dit, c'est coordonné de façon très différente. Est-ce que, d'un point de vue économique, ces deux zones qui, également, sont exposées très différemment et présentent des enjeux différents au sein de l'Union européenne, bien sûr? Votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Oui. Non, votre micro est toujours coupé. Je n'ai pas la possibilité de réagir. Et là, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. La technique parfois. Donc bonsoir. En fait, pour un peu faire le distinguo entre Manche-Mer du Nord et je dirais plus généralement l'arc atlantique et la Méditerranée en termes de pêche, il faut un peu remonter dans le temps, pas si loin que ça. Le côté atlantique, en fait, a bénéficié depuis un peu plus de 100 ans de l'existence du CIEM, Conservatoire international pour l'exploitation de la mer, qui, en fait, s'est penché sur les stocks de poissons. S'est penché sur ces stocks et a été utilisé plus que de raison par les politiques pour définir des mesures de gestion. Donc à chaque fois, maintenant, vous allez en décembre, vous avez toujours les mêmes lignes dans les journaux. Le ministre français va arracher tel ou tel quota lors de discussions. Ces discussions de quotas, en fait, elles ont lieu depuis maintenant une trentaine d'années, depuis le début des années 80. Et en fait, elles sont la résultante d'un grand chambardement au niveau de l'arc atlantique, qui est l'existence de zones économiques exclusives. Ces zones économiques exclusives, en fait, elles ont privatisé l'espace européen,
qui fait que, grosso modo, on est entre nous. On se tape dessus, on n'est pas d'accord, les Anglais, quand ils étaient encore avec nous, voulaient certaines choses que nous, on ne voulait pas, et inversement. Mais grosso modo, on était un certain nombre de pays restreints autour de la table, et tous les ans, en décembre, on essayait de se mettre d'accord pour savoir ce qu'on allait pouvoir pêcher. L'instauration de la politique commune des pêches a sanctuarisé une sorte de répartition des quotas. C'est-à-dire que lorsque l'on définit le quota en mer du Nord, pour une espèce, le cabillaud, on ne définit pas le quota pour les Français, puis pour les Néerlandais, puis pour les Britanniques, on définit le quota global, le total admissible de capture, et en fait, la répartition de ce quota, elle est figée. C'est quelque chose qui est fastidieux. Il y a quand même plus d'une centaine de stocks à gérer chaque année comme ça. On n'échappe jamais au fait que dans le vote, l'Autriche va voter. L'Autriche n'a absolument pas de bateau de pêche, mais c'est pas grave, elle a des intérêts ailleurs. Donc les Irlandais vont promettre quelque chose à l'Autriche qui fait que les Autrichiens vont voter pour avec les Irlandais. Donc ça, c'est chaque année on a droit à ça. Chaque année on a droit à des pêcheurs qui râlent justement parce qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils ont voulu. Chaque année on râle parce que les scientifiques n'ont pas voulu, entre guillemets, n'ont pas voulu. D'ailleurs c'est la rhétorique, n'ont pas voulu mettre le quota plus haut. Donc on a un grand jeu d'acteurs qui fait que grosso modo on est entre nous. On se tape dessus, mais à la fin, c'est nous qui allons pêcher. La Méditerranée, c'est une autre histoire. La Méditerranée, comme c'est une mer fermée, et que c'est assez compliqué, il n'y a pas 400 000 nautiques entre deux pays. Donc vous ne pouvez pas mettre de zone économique exclusive. Vous pouvez mettre vos eaux territoriales, donc vous êtes à 12 000 nautiques, mais le milieu, c'est en fait une zone internationale. Ce qui veut dire que, justement, des Français, des Italiens peuvent aller pêcher pratiquement jusqu'à la côte en Libye, ou pratiquement jusqu'à la côte en Égypte s'ils le voulaient. Ça fait que c'est un grand fourre-tout. Vous avez des bateaux qui sont non européens, non africains, qui viennent pêcher en plein milieu. Je dirais le poisson phare de la Méditerranée, le thon rouge, a connu pratiquement un effondrement. Donc voilà, il y a des grandes discussions de savoir est-ce qu'on était vraiment proche de l'effondrement, est-ce que c'est un poisson qui pouvait résister. On n'en est plus là. On a quand même réussi sur les 10 dernières années à se mettre d'accord à peu près tous pour, quand je dis à peu près tous, c'est parce qu'il y a les Japonais et les Coréens aussi dans l'histoire, on a réussi à se mettre à peu près tous d'accord pour gérer un peu plus correctement le stock. On a mis des observateurs à bord des bateaux. Beaucoup d'étudiants français ont fait ça. Hein. Dans ma promo d'Aliot, il y a 20 ans, j'avais 3 étudiantes qui étaient parties sur des tonniers sonneurs pour vérifier qu'on capturait les thons correctement. Mais grosso modo, voilà, à part je dirais, la gestion du thon en Méditerranée, il n'y a pas réellement de gestion internationale de ces ressources. Donc on est vraiment dans 2 espaces différents, un espace quasi privatisé au niveau européen au nord, et un espace un peu plus libre, même carrément plus libre, au sud. Et je dirais que c'est ça surtout en fait qui fait qu'aujourd'hui on est bien en mal de trouver un terrain d'entente au sud. Il y a quelques années, lorsque l'Algérie a eu un changement de conseiller au ministère, les Algériens étaient prêts à pratiquement saboter les discussions sur le thon rouge parce qu'ils considéraient que les années de la décennie noire les avaient desservis et que les droits actuels de quotas de thon rouge les bloquaient dans leur développement. Mais vouloir faire sauter l'ICCAT, ça voulait dire quota zéro. Donc plus personne ne pêchait. Donc on était dans des stratégies d'acteurs qui faisaient que on était bien au-delà d'une gestion habituelle européenne, où donc en mer du Nord, Manche-mer du Nord Atlantique, où, comme je vous le disais, on se tape dessus, mais grosso modo, le 27 décembre, les quotas sont décidés et on repart pour une année. Donc 2 zones bien distinctes d'un point de vue pêche, même d'un point de vue, ne serait-ce que des secteurs en tant que tels. Manche-mer du Nord, on est avec l'évolution récente, on est quand même sur beaucoup de gros bateaux. La petite pêche côtière, des bateaux de moins de 6 mètres, c'est quand même l'apanage de la Méditerranée. La Grèce et l'Espagne sont les États membres qui ont le plus de navires en Europe, de loin. Mais ce sont surtout des petites embarcations, donc des petits bateaux qui font plein de métiers, qui peuvent faire 3 métiers dans la journée, vous ramènent une multitude de poissons que vous ne voyez pas ailleurs d'ailleurs, comme le disait Pierre Calastine, et qui ont une approche totalement différente, justement leur rapport à la mer est totalement différent d'un rapport un peu plus industriel que vous pourrez trouver en Manche-mer du Nord. Merci. Vous nous avez exposé donc même ce souci de géographique et d'espace.
et de conflits autour de cet espace. Je vais laisser la parole à François Guizou, qui va pouvoir nous en dire plus justement sur la gestion de ces espaces et les conflits qu'il en exulte. Merci Benjamin et bonjour. Tout d'abord, Pierre Clandestine et Sébastien Metz m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied parce que bon, je passe en dernier, donc forcément, voilà. Bon, je suis un peu le géographe de l'étape, donc je vais en profiter pour apporter peut-être un peu de nuance quand même. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est la très grande clarté vu du regard du spécialiste du domaine des pêches de Monsieur Metz concernant la territorialisation. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le fait que les ZEE sont quand même un outil assez récent finalement, hein, et ce que ça modifie en termes d'espace. Et puis Pierre Clandestine nous a proposé quand même une approche très intéressante il y a un continent au milieu. Voilà. Donc moi je m'intéresse aux flux. Et donc je m'intéresse forcément aux flux maritimes. Donc ça, vous nous avez parlé du range nord-européen, donc je vais pas y revenir. Mais je m'intéresse surtout à ce qui fait qu'un flux est créé entre deux ports. C'est-à-dire que, effectivement, hein, l'essentiel du trafic vient d'Asie et puis va au niveau des ports Rotterdam, Le Havre aussi, hein, soyons un peu chauvins, ou même Dunkerque, hein, où je suis. Il y a donc une route. Cette route, elle passe forcément, alors après Malacca, après Bab el-Mandeb qui nous intéresse moins, et elle arrive au canal de Suez. Du canal de Suez, elle va parcourir la Méditerranée. Et de la Méditerranée, elle va aller ensuite au détroit par Gibraltar, au détroit du Pas-de-Calais. Et on est là quand même sur quelque chose de commun, c'est ce qui lie les territoires. Le flux lie les territoires. Alors les territoires littoraux, mais même quand vous arrivez au port, et ben forcément vous avez des voies qui desservent naturellement l'intérieur de l'Europe. Le sillon rhodanien est un exemple. Par exemple, vous pouvez aussi trouver ça au niveau du Havre et du port Aropa, qui est en fait un grand port qui lie les ports de Rouen et de Paris, et vous pouvez aller jusqu'à Anvers et puis encore au-dessus. Donc ça, c'est quand même, ça montre une continuité dans les espaces. Voilà. Quand on regarde par le réseau, on voit la continuité. Deuxième chose, la continuité, canal de Suez, détroit de Gibraltar et le détroit du Pas-de-Calais. Gibraltar, 100 000 à peu près navires qui passent par an. Le Pas-de-Calais, 130 000. Suez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est grosso modo on va dire à 30% en dessous dans ces eaux-là. Et le système fait qu'il y a quand même des problématiques qui se posent au niveau des détroits. Donc on est parfois on peut faire une approche comparative et se demander si, en fait, là on est dans un détroit qui était jusqu'à récemment européen au sens de l'Union. Brexit oblige, maintenant c'est un détroit qui est beaucoup plus compliqué à gérer, pas forcément d'ailleurs, parce qu'en termes de flux, les autorités coopèrent toujours extrêmement bien. Et puis de l'autre côté, vous avez à Gibraltar un détroit qui est un détroit entre Espagne et Maroc, avec Ceuta, hein, quand même, enclave espagnole, et là vous êtes sur un détroit international avec encore une autre problématique, puisqu'en plus c'est la question africaine. Et puis, vous avez le canal de Suez, qui ouvre sur un espace très important, la Méditerranée orientale, qui est une source de conflit, j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc là, vous avez un détroit qui est anthropique. Un canal, c'est quoi sinon un détroit anthropique? Donc vous avez quand même des continuités. Et puis, il y a une autre continuité qui me semble importante, hein, c'est celle on peut voir la crise migratoire, que la crise migratoire est une continuité en soi. Les détroits sont quand même des espaces de passage privilégiés. Que ce soit même au niveau du Bosphore et des Dardanelles, ou même les détroits entre le continent, enfin la Turquie, hein, donc l'Asie et les îles grecques. Et là, vous avez quand même un flux important de population qui entraîne quand même une mécanique de continuité. Donc moi, je vois les choses, après les brillantes présentations de mes camarades, je vois les choses d'une façon plus réticulaire, c'est-à-dire en réseau. Voilà. Donc, ce qui peut sembler être deux espaces qui sont totalement séparés, en fait, peuvent être reliés par les réseaux. Une dernière chose, les migrants que vous voyez passer, qui arrivent en Italie ou qui arrivent en Grèce, leur destination finale, c'est quoi? C'est pour une grande partie, c'est la Grande-Bretagne. Et c'est les migrants qu'on voit ici, dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, à Sangatte ou à Grande-Sainte, ou voilà, et qui cherchent à passer absolument de l'autre côté.
Donc, il y a vraiment une continuité de ces routes-là. Voilà, c'est très bref ce que j'avais à dire puisqu'on m'a mâché le travail. Merci. Je vous laisse réagir si vous le désirez, Sébastien Metz, Pierre Karleskind. Si vous voulez prendre la parole, réagir à ce qui a été dit. Moi, je dirais simplement qu'effectivement, ce qui relie ces deux bassins maritimes, c'est justement le continent qui est au milieu. Qui est au milieu. Et c'est un peu ce que je voulais dire quand je disais, ce sont les portes d'entrée, en fait, de l'Europe. Et c'est important à comprendre parce qu'en plus, une bonne partie des derniers siècles, voire ça remonte à plus de 1000 ans, de l'histoire de l'Europe, c'est un peu une oscillation entre le centre de pouvoir, les centres de pouvoir de l'Europe sont-ils côté Méditerranée, avec les ports qui vont successivement dominer les bassins, enfin du moins l'Europe, Venise, Gênes, ou est-ce que ce sont les ports du nord de l'Europe qui, eux, vont être ceux qui vont dominer. Donc il y a toute l'histoire de l'Europe dans cette bascule, mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a nous, quoi, il y a l'Europe. Monsieur Metz, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Alors, si mon micro marche mal. En fait, ce qui est intéressant, si on conjugue production halieutique et flux, une partie de la production halieutique de mer du Nord, généralement les produits premium, partent vers le sud d'Europe, donc vers Espagne, Italie, et une partie de la production aquacole de la Méditerranée part vers le nord de l'Europe, ce qui est bar et dorade, généralement je dirais le bas de la qualité, c'est plutôt vers les pays du Nord, puisqu'ils sont moins sensibles justement aux produits au côté qualitatif du produit. Donc c'est assez intéressant de voir justement ces échanges entre les différents bassins et entre les différents États membres. Merci.